En général, les gens de droite, ils disent que je suis de gauche, et les gens de gauche, ils disent que je suis de droite. C'est comme les équipes de foot au collège, personne me veut dans son équipe. En cherchant quelques secondes sur internet, j'ai trouvé ce site, qui apparemment peut me dire où je me trouve. En 12 questions? On peut vraiment savoir ça en 12 questions. Et je vous préviens, je fais pas cette vidéo pour me faire bien voir, il n'y a pas de bien-pensance sur cette chaîne, et pour être tout à fait honnête avec vous, moi je veux que tous les Arabes, ils dégagent. Oh merde. Oh non, non! Ok, c'est parti pour le moment de vérité. Moi-même, je saurais pas où me situer, mais j'ai l'impression que ça intéresse des gens. Depuis ma vidéo sur le Raptor, j'ai vu des gens débattre en disant oh, Younes il est de droite, non, Younes il est de gauche. Ça a l'air d'intéresser certaines personnes. Et vu que je sais pas, voyons. Vous vous situez plutôt à gauche, plutôt à droite? Oh bah, si je vous donne la réponse, attends. Il faut baisser les impôts pour tous quand l'État en a les moyens et les augmenter pour tous quand c'est nécessaire. Ou il faut une baisse générale des impôts pour permettre aux entreprises et aux particuliers d'investir plus d'argent dans l'économie afin de créer davantage d'emplois. Ou il faut baisser les impôts qui pèsent sur les personnes les moins riches et les augmenter sur les personnes ou les entreprises les plus riches pour faire jouer la solidarité et donner à l'État les moyens de financer les services publics. Ouais, les trois. Non, pas le 1. Il y a vraiment des gens qui veulent augmenter les impôts. Je veux dire, à part le gouvernement, quoi. Une baisse générale des impôts. Ah bah on baisse juste les impôts pour les moins riches, alors. Les riches, ils s'en foutent, ils sont riches. Eh bah voilà, je suis de gauche, bien joué. Non, il y a certains trucs où je suis à gauche et certains trucs où je suis à droite. C'est pour ça que j'arrive pas à me situer. Allez, la mondialisation. Il y a 5 réponses maintenant, alors ça fait beaucoup. Alors la mondialisation engendre une concurrence qui doit être encadrée. Il faut que les États imposent des règles pour mieux protéger les droits des salariés, l'environnement et les secteurs sensibles des économies de chaque pays. Il faut supprimer toutes les barrières douanières, en même temps que les subventions ou les réglementations nationales qui faussent la concurrence, que la concurrence entre les entreprises du monde entier puisse se faire sans entrave. C'est de cette façon qu'on obtiendra le plus d'efficacité économique et de croissance. Je vais être tout à fait honnête avec vous, je comprends rien. Il y en a sûrement un, j'espère, où je vais le lire et je vais me dire ouais c'est ça. La mondialisation peut être une chance, elle permet aux entreprises de trouver de nouveaux marchés, et les emplois délocalisés sont en général compensés par d'autres qui sont plus qualifiés, et qui font progresser le niveau de vie, mais il faut aussi que les gouvernements aident leur population lorsqu'elles ne trouvent pas leur place dans la mondialisation. La mondialisation de l'économie aggrave l'exploitation et la pollution des pays pauvres, et détruit des emplois dans les pays riches. Il faut que des institutions internationales réellement démocratiques protègent les droits des populations, et non plus ceux des multinationales. Ok, ça m'a l'air pas mal ça. La mondialisation est une chance, car l'ouverture des frontières donne accès à des marchés nouveaux, ce qui crée des emplois. Il faut donc faire tomber les barrières qui empêchent les produits et les services de circuler librement. Mais pour que les entreprises en profitent, il faut les libérer le plus possible des contraintes réglementaires qui les désavantagent par rapport à leurs concurrentes étrangères. Je comprends pas du tout ce que je lis les gars. C'est quoi ces histoires? Est-ce que je connais la définition de mondialisation? Une interconnexion croissante à l'échelle mondiale. Les personnes, les institutions, les lieux et plus généralement les sociétés sont de plus en plus reliées par-delà les frontières nationales du fait de l'accroissement des mouvements de capitaux. Je pense pas être assez renseigné pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose en fait. J'ai pas l'impression d'avoir la réponse à cette question. Vu que je m'y connais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Donc je pense que je vais me mettre au milieu. Ça peut être une chance, mais je suis pas sûr. C'est forcément quelque chose qui a des avantages et des inconvénients. Je sais pas, posez des questions plus simples s'il vous plaît, parce que... La mondialisation, excusez-moi, mais ça intéresse personne. C'est pour ça qu'on n'en parle jamais. La pauvreté et l'exclusion. Plutôt que de trop assister les gens ou de les inciter à profiter du système, il faut les responsabiliser afin qu'ils comptent plus sur eux-mêmes et moins sur l'État pour s'en sortir. L'État doit venir en aide aux plus démunis, mais il ne faut pas tout attendre de l'État. L'État doit faire en sorte que chacun reçoive de quoi vivre décemment. Qui peut ne pas être d'accord avec l'État doit faire en sorte que chacun reçoive de quoi vivre décemment? Ça me paraît pas excessif de vivre décemment. Alors ils doivent venir en aide aux plus démunis, il faut pas tout attendre de l'État. Ça me paraît juste aussi. Ils comptent plus sur eux-mêmes et moins sur l'État pour s'en sortir. Je pense pas que l'État ait jamais aidé qui que ce soit à quoi que ce soit. Chacun reçoive de quoi vivre décemment. Oh, on va pas non plus donner de l'argent à tout le monde quoi. Venir en aide aux plus démunis, plutôt. Il faut pas tout attendre de l'État. Ça serait bien. Ça serait bien que l'État nous file à tous 1 million d'euros. Idéalement, c'est ce qu'on ferait. Nous, au gouvernement... Je travaille au gouvernement, en fait, je vous ai jamais dit. Mais on n'a pas le budget. On a tout juste de quoi faire des dîners présidentiels avec plein de champagne. Ma proposition, une bouteille de champagne par Français. Ok, j'en viens avec celle-là. C'était bien, c'était une question rapide, avec pas trop de propositions, et c'est court. C'est pour ça que tout le monde déteste la mondialisation. Il y a trop de textes. Les services publics et la place de l'État. Ah, ça recommence. L'État doit concentrer ses efforts sur ses principales missions de service public et partager ses autres missions avec le privé. Pour la sécurité sociale, la poste et les universités, afin de faire baisser ses coûts de fonctionnement et de gagner en efficacité. Partager ses missions avec le privé. Il faut augmenter le nombre d'emplois publics et consacrer beaucoup plus d'argent aux services publics afin que chaque usager, quels que soient ses moyens, ait accès à des services publics de qualité.
pour la santé, l'éducation, la culture, l'eau, l'énergie, les communications, les transports collectifs, les services publics ont une mission sociale et ne doivent pas chercher à être rentables. Ma foi, ça me paraît juste, ils doivent pas chercher à être rentables. Tous les services publics ont une mission sociale, ne laisser personne à l'écart, que des entreprises privées ne pourraient pas assumer. Ils doivent disposer des moyens suffisants pour servir la collectivité, mais l'État doit aussi chercher à les rendre plus efficaces. Pour l'instant, je suis plutôt sur la deuxième. Pour assurer leur mission sans représenter une trop lourde charge pour l'État, les services publics doivent devenir à la fois plus efficaces et moins coûteux. Quelques-uns, comme par exemple la poste ou le transport ferroviaire, peuvent être mis en concurrence avec des entreprises privées, et même être en partie privatisés dès lors que l'État en garde le contrôle, ce qui les incitera à s'améliorer. Le transport ferroviaire, qui essaie de s'améliorer. Il n'y a pas pire entreprise que la SNCF. La SNCF est pire qu'Hitler, je l'ai dit. L'État doit se recentrer sur ces 3 véritables missions que sont la police, la justice et la défense nationale. Je vais même pas lire le reste, c'est foutu, bro. T'as même pas essayé la cinquième réponse. Ces 3 véritables missions, la police, la justice et la défense nationale? Quoi? Tout le reste peut être confié au privé, dont les méthodes de gestion sont bien plus efficaces. Ok, non, je comprends. Mais dire que les 3 missions de l'État, c'est la police, la justice et la défense nationale, je sais pas, ça me paraît excessif. Est-ce que la SNCF serait moins pourrie si c'était privatisé? Comment la SNCF pourrait-elle être pire? Ceci dit, la poste, c'est bien. Ah, c'est difficile, là. Tous les services publics sont pas égaux. Augmenter le nombre d'emplois publics, je pense pas. Juste, on prend tous les contrôleurs de la SNCF, on les met dans un hachoir géant, et on les tue, et tout le monde serait content. Je pense que ça bénéficierait à tout le monde, en fait. On va dire celui-là, alors. Ceci dit, je pense que je pourrais facilement changer d'avis sur cette réponse. Mais c'est ce qui me paraît le plus juste. Toutes les autres réponses ont un gros défaut, et celle-là, elle est juste magnifique. J'abuse. Les entreprises. Il faut imposer par la loi des avancées sociales dans les entreprises. Et il faut renchérir le coût des licenciements pour les entreprises qui font des bénéfices. Pour les entreprises qui font des bénéfices. Mais c'est très juste, ça. Mais c'est pas bête du tout, ça, hein. Mais oui, pourquoi une entreprise qui fait des bénéfices ferait des licenciements? Mais c'est très intelligent. Je sais pas si j'avais déjà entendu ça. L'État doit redonner aux entreprises toute leur liberté en supprimant les prélèvements et les réglementations qui leur sont imposées et qui les handicapent dans leur développement. Ok, pour les petites et moyennes entreprises... Ah non, ils en parlent en dessous. Il faut aider en priorité les petites et moyennes entreprises en allégeant leurs charges et leurs contraintes administratives et laisser patrons et syndicats négocier les modes de fonctionnement les mieux adaptés à chaque branche d'activité. Ouais, je pense que c'est ça. On va pas juste donner la liberté à toutes les entreprises, quoi. Par exemple, la SNCF. Il faut que les profits des entreprises aillent en priorité aux salariés et non plus aux actionnaires. Il faut interdire les licenciements collectifs aux entreprises qui font des bénéfices sous peine que ces entreprises soient réquisitionnées par l'État au profit de leurs salariés. Je pourrais pas choisir ces deux-là. C'est pas le même sujet, en fait, les deux, j'ai l'impression. Ou alors j'ai pas compris. Il faut que les entreprises supportent moins de charges sociales et moins de réglementations pour qu'elles hésitent moins à embaucher et puissent être plus compétitives. Moins de charges, ouais. Mais particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. Ah, mais la 3 et la 4 sont tellement alléchants. Les profits des entreprises aillent en priorité aux salariés et non plus aux actionnaires. Mais est-ce que c'est seulement possible, ça? En fait, la 3 et la 4 ont chacun un petit point négatif. C'est facile à dire, les profits des entreprises aillent aux salariés et plus aux actionnaires. Est-ce que seulement on peut changer ça? Est-ce que c'est seulement dans le pouvoir du président ou de qui que ce soit en France de changer le fonctionnement des actionnaires? Je vais prendre le 3, ça me paraît plus réaliste. La religion. Alors là, vous êtes foutus. Qu'on soit croyant ou non, on ne doit pas négliger les valeurs morales portées par la religion. Non. Ah, je suis un hater de la religion, vous savez, non? Désolé si vous la prenez comme ça. On doit accepter tout type de pratique religieuse. Non. Il faut combattre la morale religieuse car elle empêche les gens de vivre et de penser librement. C'est beau dit comme ça, quand même. Ça paraît moins extrémiste. La religion peut parfois être un frein aux libertés individuelles, mais elle apporte aussi des réponses aux grandes questions de l'existence. Ouais, des réponses qui engendrent plus de questions, exact. Le message de la religion est primordial car il nous guide dans notre vie en nous aidant à distinguer le bien du mal. Si t'as besoin de la religion pour distinguer le bien du mal, t'es une mauvaise personne. Allez hop, poubelle la religion. Eh, rien à foutre, désabonne-toi. Non, je rigole, reste là. J'ai besoin de toi. Les droits des LGBT. Alors, moi je les aime bien, à part eux là. Donc j'espère qu'il y aura quelque chose qui les distingue un peu, parce que déjà pour moi faudrait les séparer du sigle. On devrait dire les LGB et les T+. Qu'est-ce que vous en pensez, les LGB qui sont abonnés à cette chaîne? Est-ce que vous seriez pas contents si on vous séparait des T? Ou est-ce que vous considérez qu'ils sont utiles à votre sigle?
Moi j'ai l'impression qu'ils desservent votre cause. Il faut l'égalité des droits pour les personnes LGBT et il faut laisser à chacun la possibilité de choisir son identité sexuelle en facilitant le changement d'état... C'est mort, bon c'est mort. La priorité ne devrait pas être de donner de nouveaux droits aux personnes LGBT mais plutôt de défendre la famille traditionnelle qui est un pilier de notre société avec un père et une mère pour élever des enfants. Non, quand même pas, non. Il faut reconnaître l'homoparentalité et tendre vers l'égalité des droits pour les couples homosexuels en autorisant la procréation médicalement assistée, la PMA, pour toutes les femmes. Ouais, c'est pas mal ça. Il faut une égalité totale des droits pour les personnes LGBT qui doivent aussi pouvoir avoir des enfants si elles le souhaitent. Il faut autoriser non seulement la PMA pour toutes, mais aussi la GPA, la gestation pour autrui, le recours à une mère porteuse, dès lors que l'usage est strictement encadré pour éviter tout risque de marchandisation du corps des femmes. S'il faut lutter contre les discriminations dont les personnes LGBT peuvent être victimes, il faut aussi défendre le modèle du couple hétérosexuel. Ça veut dire quoi, défendre le modèle du couple hétérosexuel? Est-ce qu'on a besoin d'être défendu? Est-ce qu'il y a des gens qui nous remettent en cause? Ça veut dire quoi, ça? Défendre le modèle du couple hétérosexuel? Ça va pas passer de mode, l'hétérosexualité, a priori. Ça me paraît assez évident que c'est celle-là. Ou celle-là, la gestation pour autrui. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, donc j'ai pas vraiment d'avis dessus. Le recours à une mère porteuse, je dirais que c'est pas quelque chose qui m'embête. Son usage est strictement encadré pour éviter tout risque de marchandisation du corps des femmes. Écoute, si elles en ont envie, hein. Si tu peux faire payer le fait d'être enceinte, pourquoi tu te priverais? Moi je le ferais si j'étais une femme. Ah mais je pondrais une fois tous les 9 mois pour optimiser. Et c'est marrant parce qu'il y a une question qui parle plus des trans et une question qui parle plus des homosexuels. Mais on peut toujours pas choisir deux réponses, c'est curieux. Je suppose qu'il faut l'égalité des droits pour les personnes LGBT, ça inclut l'intégralité de cette réponse. Donc ça c'est vraiment le plus extrême, j'imagine. Non, j'aurais jamais dû cliquer dessus, j'aurais même jamais dû lui laisser croire que j'allais cliquer dessus. Ok, allons-y, une égalité totale des droits pour les personnes LGBT, ça me paraît extrême dit comme ça, mais c'est pas à demander grand chose que tout le monde ait les mêmes droits, non? Le droit à l'avortement. Ah oui, bah j'ai aucun problème avec ça, moi. Je crois qu'en France, j'ai remarqué qu'on n'était pas trop contre l'avortement. En Amérique, c'est un débat. En France, personne n'ose vraiment débattre de ça. Parce que tout le monde est plus ou moins d'accord, j'ai l'impression. À avorter librement et gratuitement. S'il faut garantir un droit à l'avortement, il faut aussi sensibiliser les femmes au fait qu'un avortement n'est pas un acte anodin. Est-ce qu'il y a des femmes qui pensent qu'un avortement est un acte anodin? Écrivez-le en commentaire si vous dites oui, je me fais un avortement une fois par semaine. Je pense que les femmes sont déjà sensibilisées au fait qu'un avortement n'est pas un acte anodin. Je pense qu'on les prévient quand elles vont en faire un, déjà. Il faut allonger le délai légal pendant lequel un avortement peut être réalisé. Il faut supprimer la clause de conscience qui permet à des médecins de refuser de pratiquer des avortements. Je savais pas que ça existait. N'importe quel médecin peut faire un avortement? Je m'y connais pas. Je me disais que c'était un métier spécialisé. Je peux comprendre que des médecins refusent, enfin... Ils m'ont perdu. Je pensais avoir un avis clair sur la question, mais en fait... Je sais pas exactement ce que je pense de cette clause de conscience. D'un côté, t'es médecin, quoi. T'as signé pour ça, non? Après, on va pas forcer les... Je suppose que les médecins peuvent refuser de pratiquer n'importe quelle procédure, non? Quand on devait m'enlever les dents de sagesse, mon médecin m'a dit non, je refuse de le faire. Je me sens pas assez qualifié, il m'a dit. Donc je pense pas qu'il faut y enlever cette clause de conscience, mais peut-être que j'ai pas bien compris le truc. Moi, je vais dire ça parce que je pense pas que ce soit nécessaire de sensibiliser les femmes. Je pense qu'elles sont au courant que c'est pas un acte anodin, mais... ça m'étonne que l'avortement ce soit dans les 12 questions, ça me paraît pas si important. Bon, les drogues. L'égalisation du cannabis serait une grave erreur, il faut plutôt lutter contre l'usage de toutes les drogues. Il faut légaliser les drogues douces et dépénaliser l'usage des drogues dures. Il faut légaliser le cannabis en prenant, comme pour l'alcool, un usage modéré. La question des drogues est complexe, il faut avant tout tenir compte de l'avis des spécialistes. Moi je suis pas du tout drogue comme personne, j'en ai jamais pris, j'ai jamais fumé quoi que ce soit, même pas une cigarette, j'ai jamais pris quoi que ce soit, mais d'après les études, quand un pays légalise le cannabis, c'est plutôt positif pour lui. Donc si moi j'en ai rien à faire, je me dis que le légaliser, c'est positif pour le pays. Voilà pourquoi je choisis cette réponse. La lutte contre la délinquance. Chacun est responsable de ses actes. On peut toujours décider de ne pas tomber dans la délinquance. On peut décider de ne pas tomber dans la délinquance. Probablement, oui. Aussi, pour dissuader les délinquants de passer à l'acte, il faut que les sanctions encourues soient vraiment dissuasives. C'est souvent dans des contextes difficiles que se développe la délinquance. Chômage, ghetto, problèmes familiaux, difficultés d'intégration. Mais le contexte n'explique pas tout, c'est un juste équilibre entre prévention et sanctions dissuasives qu'il faut trouver pour lutter efficacement contre la délinquance. La délinquance est d'abord le fruit de contextes difficiles. Pour obtenir des résultats durables en matière de lutte contre la délinquance, c'est donc à ces contextes qu'il faut en priorité s'attaquer. Il faut s'attaquer à ces contextes? Comment on s'attaque à un contexte?
Oh, je suis perdu, là. Mais je crois que moi-même, je connais pas mes idées. Je sais pas parce que je ne sais pas. C'est tout. Ça me paraît excessif de dire on peut toujours décider de ne pas tomber dans la délinquance. Mais d'un côté, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut décider de ne pas tomber dans la délinquance. C'est forcément un choix qu'on fait à un moment. On peut pas vraiment dire j'avais pas le choix. En fait, je suis en train de me dire que je suis d'accord avec ce qu'il y a tout en haut et avec ce qu'il y a tout en bas. Parce que s'attaquer à ces contextes, ça veut dire qu'il faut faire baisser le chômage, améliorer les ghettos, diminuer les problèmes familiaux, je sais pas trop comment on fait ça, améliorer les difficultés d'intégration, je veux dire, on est forcément gagnant si on enlève tout ça. Donc bien sûr qu'il faudrait s'y attaquer en priorité, bien sûr que c'est un problème. Mais là on parle de la délinquance, donc je vais mettre ce qu'il y a au milieu. Parce que tout le monde a raison dans cette histoire, bravo tout le monde. Droit de vote et nationalité. Tous les étrangers d'où qu'ils viennent, qui sont installés depuis longtemps en France, doivent pouvoir voter au moins aux élections locales. Et il faut leur faciliter l'acquisition de la nationalité française. Tous les étrangers d'où qu'ils viennent. Seuls les Français doivent avoir le droit de vote. Et sauf exception, on ne peut pas être français sans avoir des parents français. Il faut appliquer le droit du sang et non le droit du sol. J'ai déjà dû entendre Zemmour dire ça, oui. Je me demande si c'est une réponse de droite. Seuls les Français doivent avoir le droit de vote, et tous les gens qui sont nés et qui vivent en France, quelle que soit leur origine, doivent avoir la nationalité française. Bah c'est facile alors. Seuls les Français doivent avoir le droit de vote. Et tout le monde est français. N'importe quoi. Non, c'est rigolo comme formulation, c'est tout. Tous les étrangers résidant en France doivent avoir le droit de vote, quelle que soit leur nationalité. Seuls les Français doivent avoir le droit de vote et ne doivent pouvoir devenir français que les immigrés qui montrent leur attachement à la France en faisant des efforts pour s'intégrer et en faisant une démarche volontaire pour obtenir la nationalité. Ma foi, je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Je pensais avoir du mal sur celle-là, mais ça me paraît très juste. C'est ce que je me suis toujours dit, il faut quand même faire un effort, quoi. Tout ce que je demande aux immigrés, c'est un petit effort. Apprenez au moins notre langue, quoi. Moi, c'est ce que je me dis, vous êtes un immigré, vous parlez français, bah, on vous donne la nationalité. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus, hein? Leur attachement à la France. Oui, c'est ça, l'attachement à la France, exactement. Quand même, ils aient choisi la France pour une raison. L'immigration. Ah, ils ont gardé le meilleur pour la fin. L'intégration fonctionne quand les immigrés sentent qu'ils ont non seulement des droits, mais aussi des devoirs. Il est important de lutter contre l'immigration clandestine. Oui. Les problèmes liés à l'immigration ne proviennent pas des immigrés, mais du contexte dans lequel l'immigration se produit. Et la première urgence est de faire respecter les droits des immigrés, qu'ils soient en situation régulière ou non. Non, je crois pas. Pour faciliter l'intégration des immigrés, il faut lutter contre le chômage qui incite au repli sur soi, et faire respecter les droits des immigrés en luttant contre les discriminations dont ils peuvent être victimes. N'importe quoi. Je crois que je suis pas trop pour l'immigration. J'ai toujours eu l'impression que la France avait rien à y gagner. Et que juste on acceptait l'immigration pour être sympa avec les immigrés. Et ils ont plus besoin de la France que la France a besoin d'eux. C'est ce que je me dis. Donc je pense que je suis plutôt de droite sur ce coup-là. Pour que l'intégration soit réussie, il faut à la fois que les immigrés soient moins discriminés et qu'ils respectent les valeurs du pays d'accueil. Ouais, c'est un peu ce que j'ai répondu juste avant. Certains immigrés resteront toujours des étrangers, leur place serait plutôt dans leur pays, pour notre bien et pour le leur. C'est pas très sympa comme réponse, c'est un peu désagréable. Soyons quand même un peu gentils. Je pense que c'est la plus extrême, celle-là. Ils resteront toujours des étrangers. Leur place serait plutôt dans leur pays pour notre bien et pour le... Ils resteront toujours des étrangers, c'est un peu dur. Hein. J'ai l'impression de répondre deux fois la même chose par rapport à la question d'avant. Ouais, ça me paraît être la meilleure réponse pour moi. Ou alors le premier, tout simplement. Parce que là, il faut que les immigrés soient moins discriminés, mais j'ai pas l'impression que le problème vienne de nous. Je veux dire, on est sympa de les accueillir, et en plus, on doit pas les discriminer. Vous nous gâchez le plaisir. Ah, c'est bon, on a le droit de rigoler un peu, quand même. Ouais, je vais dire le premier, plutôt. Parce que ça, c'est pas assez de droite par rapport à mon avis sur la question. Je pense être assez clairement à droite pour l'immigration. Eh ben alors, on était à 12 sur 12, non? Pour vous, le plus important pour se sentir proche d'un parti ou d'une personnalité politique, c'est de partager les mêmes convictions sur la façon d'envisager les problèmes économiques et sociaux, les questions de société, l'évolution des mœurs, l'idée que l'on se fait de la France ou de l'Europe ou du monde. Aucun de ces points en particulier. C'est quoi la différence entre les problèmes sociaux et les questions de société? Je pense que c'est les problèmes économiques le plus important de nos jours. Baisse des impôts et de l'inflation, c'est ce qui me paraît prioritaire. Donc on va dire problème économique. Autre point prioritaire non mentionné dans la liste précédente, la défense de l'environnement. Et je me disais aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de questions sur l'écologie, pour ne pas dire aucune. Alors défense de l'environnement notamment par l'arrêt du nucléaire. Et n'importe quoi. Comment ça, l'arrêt du nucléaire? C'est notre seul moyen de défendre l'environnement pour vous? La défense du mode de vie rural, ok. La défense de l'égalité républicaine, le refus de règles différenciées selon les spécificités des régions des individus. La Corse, les homosexuels, les pratiquants de telle religion. C'est n'importe quoi, c'est quoi la défense du mode de vie rural? C'est quoi ces conneries, les gars? Aucun de ces points en particulier. Je dirais bien la
Défense de l'environnement, notamment par l'arrêt du nucléaire. La défense de l'environnement, oui, mais pas l'arrêt du nucléaire. Enfin, je pense pas que ce soit une bonne idée. Et de plus en plus de gens, même à gauche, disent que c'est pas une bonne idée. Je veux dire, on y a pensé 5 minutes à l'arrêt du nucléaire, et puis on a dit, non, non, c'est con, en fait. C'est con, on arrête. Donc je vais dire défense de l'environnement, mais je vais faire comme s'il n'y avait pas écrit par l'arrêt du nucléaire. C'est écrit notamment, donc on va dire que c'est pas forcément ça. Problème économique, défense de l'environnement, ça me paraît important. Voyons. Vous vous situez à gauche. Ah! Aucun parti ne correspond exactement à vos opinions. Ouais, tu m'étonnes. Le parti radical de gauche, le PRG. Le PRG, je connais pas ça. En règle générale, vous accordez plus d'importance à la responsabilité personnelle des gens, ou moins d'importance au contexte dans lequel les gens évoluent. Peut-être bien, ouais. Le parti radical, c'est Renaissance. Renaissance, c'est pas Macron, ça? Alors, en économique et social, je suis totalement au centre. Je suis légèrement à gauche à cause du fait que je veux baisser les impôts. Bah pardon. Hein. Les manières de vivre. Là, je suis bien à gauche, dis donc. Comment je peux être tout à gauche alors que je suis transphobe? C'est injuste. Et défendre le droit des femmes, c'est au centre. Je comprends rien. Avorter librement et gratuitement, c'est pas de gauche. Et combattre la morale religieuse, c'est de gauche. Je suis pas d'accord. Hein. Bah du coup, je suis à droite nulle part. Ah si. En identité et responsabilité. Bien sûr. Ok, si on fait la moyenne des trois, je suis légèrement à gauche. Et bah cette vidéo prouve bien que c'est une connerie, la gauche et la droite. C'est tellement bizarre de se situer sur une ligne, c'est tellement simpliste, il devrait y avoir un haut et un bas aussi. On devrait même se situer en 3 dimensions. Enfin bon, je serais curieux de voir les commentaires sur cette vidéo. Je ne sais pas à quoi m'attendre, j'espère vous avoir diverti. Et je vous dis à bientôt, salut.